Chers amis, bonjour. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle série de vidéos traditionnellement consacrée à la prise de parole à fort impact et que je voudrais maintenant orienter vers des sujets qui nous concernent tous. Pourtant, des sujets qui sont plutôt un peu en dessous du radar des médias et des grandes institutions. Je voudrais y ajouter une touche particulière qui est le fait que certains d'entre nous sont impliqués dans ces sujets-là. Alors aujourd'hui, je vais parler des politiques de l'eau et c'est la raison pour laquelle j'ai cet arrière-plan. En effet, quand on parle de politique de l'eau, effectivement, tout le monde comprend bien que cela va nous concerner tous, ça nous concerne tous déjà. Mais comme le montrent les petites photos que je fais défiler à côté, eh bien, il y a certains d'entre nous qui, à certains moments de sécheresse ou de crues et d'inondations, sont particulièrement concernés et impliqués. Et c'est justement dans ce lien entre le concerné et le impliqué que je voudrais focaliser mon regard et vous proposer une approche peut-être un peu différente de celle des médias habituels. Alors, changement de décor, oui, nous sommes à l'intérieur, ce sera plus agréable pour la prise de son. Je voudrais vous parler de la biodiversité des rivières, des petites rivières françaises. Pour ce faire, c'est avec deux points de vue que je vais aborder ce sujet-là. Le premier point de vue, il sera donné par une grande ONG dans un rapport officiel très bien fait. C'est un point de vue assez général, plutôt théorique, qui représente bien l'état d'esprit de gens concernés. Et puis, à la fin, nous prendrons le point de vue de personnes qui sont beaucoup plus impliquées, qui vivent elles aussi sur la rivière et qui ont un point de vue beaucoup plus pratique. Alors vous allez voir qu'il s'agit dans les deux cas de points de vue militants. Cela dit, ils sont informés de la situation, tous les deux partagent effectivement une inquiétude sur la biodiversité, mais ce qui est intéressant, c'est que pour eux, les causes en sont très différentes, ou au moins en partie grandement différentes, et ils s'opposent alors là frontalement sur la marche à suivre. Le rapport dont je vous parle est celui du WWF France, en date en gros du mois de mai 2024. Son objectif était de créer un événement, puisqu'il présente un nouvel indice de la biodiversité des rivières françaises. Ça s'appelle l'indice Rivières Vivantes. Ce rapport de 42 pages vise à compléter le travail qui est fait une fois tous les 2 ans au niveau mondial par le réseau global du WWF. Ce serait donc une contribution du réseau français à l'ensemble de cette ONG. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble de ce rapport, je vais vous le faire simplement défiler à côté de moi. Vous voyez qu'il est abondamment illustré, de très belles photos d'ailleurs. On y trouve un certain nombre de rappels de constats généraux ou d'opinions d'ailleurs. On y trouve un certain nombre de définitions avec de beaux graphiques, d'ailleurs pour l'essentiel issus de l'Office français de la biodiversité. Et puis on y trouve aussi quelques pages succinctes, un peu plus scientifiques, puisqu'elles visent à présenter en 3 graphiques le résultat de cette étude qui a donné un indice des rivières vivantes. Par la suite, dans une autre vidéo, je viendrai vous présenter les constats que j'ai faits sur ce rapport, puisque je trouve qu'il y a un certain nombre de biais, d'amalgames, voire d'erreurs, dont je ne sais si elles sont volontaires ou non. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je vais rester sur l'aspect général qui nous amène à parler de ce nouvel indice IRV. Alors directement, que dit le rapport ? Eh bien, je vous affiche là, d'abord, le titre du communiqué de presse. Un nouveau rapport du WWF France alerte sur le déclin de la biodiversité dans les rivières françaises, hexagonales. Bon, et que dit le rapport lui-même? Je vous affiche l'édito. Il dit ceci: les données compilées témoignent d'une perte de la biodiversité de 0,4% en 20 ans dans les milieux d'eau douce, en ne comptant que les oiseaux et les poissons. Donc c'est relativement plus précis. On alerte
sur la baisse de la biodiversité. Vous voyez qu'on en a tiré un titre, disons, général, assez alarmiste. Bon, il ne faut pas s'en formaliser. Ce qui est présent sur le site du WWF est là pour illustrer la qualité du travail de communication de cette ONG et ultimement d'aller chercher des dons. Cependant, si je l'ai sélectionné, ce n'est pas par ses qualités commerciales, mais parce qu'il prétend à une certaine forme de scientificité et même d'irréfutabilité. Intéressons-nous aux données qui sont présentées à la base, puisque le rapport en fait état, je vous les cite. On y trouve tout d'abord pour les poissons l'Office français de la biodiversité. Donc voilà une première institution qui me semble fiable. Pour les oiseaux, il s'agit du programme Stock, le suivi temporel des oiseaux communs. Il est piloté par le Muséum national d'histoire naturelle et la Ligue pour la protection des oiseaux, ainsi que, a priori, l'OFB également. Bon, ce qu'on peut en dire, c'est que là, on a des données a priori fiables. Je n'ai pas d'observation contradictoire à proposer à cela. Donc prenons les données telles qu'elles sont. J'ajouterai, ça n'est pas lié aux données, mais ça caractérise le WWF, la présence dans le conseil d'administration de cette ONG de 2 représentants du gouvernement français, d'abord un représentant du ministère des Finances, et puis un représentant du ministère de la Transition qui a porté d'autres noms auparavant. Ce que je veux montrer par là, c'est qu'on a une proximité forte entre le monde public qui travaille sur cette question de la biodiversité et le monde des financeurs de cette ONG qui est plutôt un environnement privé. On a également une problématique mondiale, globale du WWF, c'est ce qui est annoncé, et puis une problématique extrêmement locale, voire nationale, au niveau du jeu de données. Et ultimement, on a la cohabitation entre la science et une certaine forme de militance. C'est ce qui est présenté d'ailleurs tout au long de ce rapport. Alors passons-le en revue en nous attardant premièrement sur un point qui est l'inventaire des menaces et des pressions. Que nous dit-on ? La politique de l'eau menée en France depuis l'après-guerre a conduit à la dégradation de nos rivières. Bien. On liste après cela quelques points. Les premiers d'entre eux sont les obstacles aux écoulements, ouvrages, barrages, seuils, la dégradation de la morphologie. Donc là, un premier ensemble qui a trait à la nature de la rivière, à sa forme. Bon. Et puis ensuite, on a toute une série de choses qui sont liées à l'activité des hommes, c'est-à-dire les dysfonctionnements hydrologiques, donc les prélèvements, les pesticides, les phosphates, les nitrates, les micropolluants dus aux industries, aux assainissements, et puis la pression biologique des humains et des espèces envahissantes. Voilà, en fait, c'est l'industrie, l'agriculture et l'habitat des humains qui viennent en plus de ce que j'ai dit, c'est-à-dire problème de barrage et problème de morphologie. Alors, on a ensuite une phrase qui précise quel est l'objectif, en tout cas quelle est la cible. Les agences de l'eau ont mis en œuvre des programmes pertinents de restauration de la continuité des cours d'eau, mais ces programmes rencontrent des oppositions systématiques et leur rythme de réalisation est bien insuffisant. Voilà, pour que leur effet se constate sur la situation écologique des petits cours d'eau. Donc en fait, il y a des risques bien établis, et surtout, il y a des opposants qui empêchent de mettre en œuvre les programmes qui vont bien et qui sont prévus. Bon, on n'a toujours pas présenté le constat sur l'indice des rivières vivantes ici. Et d'ailleurs, voilà le plan d'action, je vous l'affiche. Et ça nous dit qu'on a un plan d'action qui est déjà tout prêt. C'est d'abord réaffirmer l'objectif français de préserver et de restaurer 25 000 km de cours d'eau et leur continuité à l'horizon 2030. Bon. Après, il y a des questions liées à la fiscalité, les zones humides, les trajectoires ambitieuses de déploiement des paiements pour services environnementaux, l'élaboration d'un plan d'action national en faveur de la préservation et la restauration des prairies permanentes, et enfin, de réviser dès 2024 le plan stratégique national qui décline la politique agricole commune. Donc là, on a un vaste programme politique
bon, qui inclut la révision des traités européens, qui inclut ce qui fait l'essentiel en fait de la politique européenne, c'est-à-dire la politique agricole commune. Autant dire que ce sont des choses, plus la fiscalité, plus un certain nombre de choses qu'on vient de dire. Certaines choses parmi celles-là d'ailleurs sont applicables probablement, mais on a là un truc très très lourd dont on ne peut pas imaginer qu'à court terme il soit mis en œuvre. En revanche, le premier point, et c'est le seul qui soit réaliste, puisqu'il est déjà commencé, c'est un programme de restauration. J'en conclus simplement que ce que l'on veut nous dire, avant même que d'avoir fait un constat scientifique de quelque ordre que ce soit, qu'en réalité, la cible est déjà définie, ce sont tous les obstacles, on ne les a pas définis là, mais enfin on les définira plus précisément dans ma prochaine vidéo, et on voit bien qu'il s'agit essentiellement d'effacer les seuils, les vannages, etc. Parce que tout le reste, par défaut, n'est pas envisageable à court terme. Tandis que l'effacement, oui. Et on continue à dérouler le rapport et on obtient effectivement ce graphique qui est un graphique global de l'indice IRV, je vous l'affiche. Il apparaît à la 22e page quand même, sur 42, et je vous lis son titre. Cet indice global, qui agrège l'ensemble des espèces de poissons et d'oiseaux présents dans et autour des rivières françaises, montre une légère régression des populations d'espèces concernées de 0,4% en 20 ans. Une légère régression, et non plus un déclin. Alors, ce déclin ou cette régression se traduisent par quoi? D'abord, une moyenne qui est de moins 0,4%, donnée au dixième de pourcent, sans préciser à ce niveau-là, depuis l'édito, qu'il y aurait un intervalle de confiance, qui est d'ailleurs représenté par cette moyenne orange des courbes médianes, qui est totalement horizontale, et une variation des données du graphe principal en bleu. Donc vous voyez que ça oscille pas mal d'une année à l'autre. Donc une variation totale, on ne peut pas parler vraiment d'écart type, mais c'est de l'ordre de 40%. Bon, alors que peut-on tirer d'un tel graphe? C'est très simple, c'est que la tendance au pire ou au mieux, suivant comment on regarde les choses, serait une tendance stable, mais en fait, compte tenu des éléments qui nous sont donnés, cet indice ne permet pas de tirer de conclusion. Voilà ce que je vous propose, moi, comme lecture de cet indice. Et j'ajoute, ce que je présenterai dans ma prochaine vidéo, c'est qu'il est absurde sur un plan statistique de vouloir extrapoler des conclusions sérieuses à partir d'un tel graphique. Alors là, du coup, on comprend pourquoi le titre général était alarmiste, mais que dès qu'on commence à vouloir décrire un petit peu, on a quelque chose d'un petit peu plus prudent. Alors c'est dommage, parce que finalement cet indice y rate son objectif complètement, alors que quand on creuse un petit peu, et c'est aussi dans le rapport, on trouve le même indice appliqué, cette fois, à des espèces précises, et je vous affiche ici les deux fiches, je les ai regroupées pour que ça ne fasse pas trop long. Il y a d'une part un poisson, donc c'est l'ensemble des truites de rivière, et puis d'autre part un oiseau, le grabupé. Voilà, et pour ces deux espèces, nous voyons que nous avons deux pourcentages en forte baisse sur 20 ans, l'un de 44%, le poisson, et l'autre de 92%. Donc là, c'est beaucoup plus significatif, et cela montre en fait que cet indice global non probant cache des réalités très variées qu'il serait intéressant d'essayer d'expliquer. Alors maintenant, qu'est-ce qui a été retenu dans la presse pour le grand public par les grands médias? Je vous affiche deux articles, l'un du Monde, l'autre de France Info. Trois idées simples. Premièrement, bon, c'est sans surprise, la biodiversité est en déclin. Deuxièmement, c'est le fait des petites rivières, parce que dans le rapport, on explique effectivement que les grandes villes et les entreprises ont fait un effort sur le traitement des eaux. Sans doute que c'est vrai, plus vrai que dans les petites rivières. Et troisièmement, la cause en est essentiellement les obstacles, c'est-à-dire les seuils. Et l'article de France Info nous met une photo, je vous la montre ici, d'un seuil qui n'a pas l'air très haut, apparemment peut-être que c'est une vanne clapée ou quelque chose comme ça, qui fait moins d'1 mètre de haut, visiblement.
Et là, on a une certaine idée de l'écart entre l'annonce qui est faite sur le déclin de la biodiversité, la scientificité de cet indice, et puis ce qu'on en a tiré, ce qu'on en a tiré au niveau de la presse. Alors, c'est ainsi qu'on arrive à la page 32, que j'ai un peu tirée de cette explication pour la mettre en exergue. Elle est titrée « La voie à suivre », selon le WWF. Et elle affirme, je vous lis la phrase parce que je trouve qu'elle vaut son pesant, « Les preuves apportées tout au long de cette étude sont irréfutables ». Alors de mon point de vue, franchement, c'est un petit peu manquer de respect pour le lecteur. Non seulement ce rapport du WWF n'est pas l'étude auquel fait référence cette page, mais en plus nous avons vu que l'indice qui en est sorti est absolument pas probant. Ensuite vient une phrase qui nous admoneste sur le fait de cesser de détruire notre environnement, et je ne vois pas comment on pourrait être contre cette idée-là. Maintenant que nous avons écouté, lu en l'occurrence, l'avis d'un certain nombre de personnes, je pense très largement majoritaires, qui sont concernées par l'état de l'eau et par la biodiversité, qu'en pensent des personnes peut-être moins nombreuses, mais beaucoup plus près de la réalité, car elles s'y trouvent totalement impliquées. Ici, sur notre rivière, le Touet, ont eu lieu des travaux à partir de 2012, des travaux d'effacement d'ouvrages qui ont été menés donc par la communauté d'agglomération saumuroise avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Ces travaux ont eu de graves conséquences sur l'aspect piscicole de la rivière, sur son biotope. Je suis ici pour en témoigner. Eh bien, dans cet exemple au moins, les choses sont claires et un peu surprenantes. Ce n'est pas toute la politique depuis 1945 qui est remise en cause par ce témoin, même si en effet il y a des choses qui devraient être revues, certainement, comme la PAC par exemple, mais qui ne sont pas faciles à faire. Mais pour lui, de manière très concrète et pragmatique, ce qui est mis en cause, c'est tout simplement la mesure phare que préconise le WWF et qui se traduit par des travaux de restauration, qu'on appelle aussi renaturation. Alors qui est notre témoin ? Eh bien, il s'agit de M. Ludovic Panot, président de l'association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de Montreuil-Bellay, dans le Maine-et-Loire, sur le Touet. Pourquoi dit-on agréée ? Parce qu'une telle association collecte les cotisations des licences de pêche qui entrent dans les recettes des agences de l'eau qui sont les principaux financeurs des actions proposées par le WWF, c'est-à-dire la renaturation des rivières notamment. Alors le Touet, vous voyez ici une petite carte qui s'affiche et qui vous indique sa situation géographique. C'est une rivière qui prend sa source près de Parthenay, qui remonte vers le nord en traversant les Deux-Sèvres, puis le Maine-et-Loire pour se jeter dans la Loire à Saumur. Au passage, c'est un petit clin d'œil parce que la Loire est un des principaux terrains de jeu du WWF, un peu plus à l'est, et sur des thèmes un peu différents. Mais vous voyez que l'on peut avoir au même endroit, ou en tout cas sur le même bassin versant, on peut avoir des points de vue assez différents. Les courts extraits que je donne ici sont des extraits d'une interview qui a été faite par M. Méninck, président de la Fédération française des Amis des Moulins, qui milite contre la destruction du patrimoine hydraulique français. Cette interview a été réalisée le 19 avril 2024, et ce détail a une importance parce que cela faisait suite à un fort épisode pluvieux, qui d'ailleurs s'est renouvelé plusieurs fois dans l'année. Et en fait, cela vient conforter lourdement les constats que vous voyez et que vous allez voir dans les petites vidéos que je vous présente. La question qu'on peut se poser, c'est un tel témoignage est-il significatif ? Une simple observation, voyez, sur le vif, peut-elle être placée sur le même plan qu'une étude scientifique ? Les travaux ont débuté en 2012, donc cela fait maintenant 12 ans que la rivière, on va dire, subit les conséquences de ces travaux. Et nous, ça nous a fait aussi 12 ans d'observation. Voilà, 12 ans d'observation suite aux travaux. Et quels travaux ? Ce sont les travaux de renaturation dont le VF nous dit grand bien. Est-ce significatif pour autant ?
Vous allez me dire, mais c'est juste un petit endroit, c'est pas forcément ce qui se passe partout. Et vous pouvez trouver, j'en ai trouvé moi-même, des techniciens de rivière par exemple, ayant commandité ce type de travaux ou les ayant supervisés plutôt pour le compte de communautés de communes, vous dire, mais c'est extrêmement bénéfique. Donc, on pourrait se dire, le pour, le contre, c'est compliqué. Non, c'est pas tout à fait ça. Ici, nous avons un observateur privilégié qui vous parle de la même chose que le WWF, c'est-à-dire la présence des spécimens concernés, hein, les truites, les brochets, etc. Exactement ce que vise l'indice dont on nous a parlé. Et il le fait au quotidien, sur place, depuis 12 ans. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas significatif. Et là, nous oublions tous quelque chose qui est primordial en science, c'est que si une théorie cherche à s'imposer en donnant un ou des exemples, ce n'est pas une théorie, c'est une opinion. Si par contre, vous avez une opinion ou une observation, à condition qu'elle soit étayée, c'est je crois ce qui se passe ici, qui vient à l'encontre de cette théorie, eh bien, scientifiquement, vous êtes obligé de la prendre en compte et voir ce qui cloche dans les données qui sont présentées ou dans les conclusions qu'on en tire. Ça, c'est l'approche scientifique. Donc oui, c'est un exemple étayé, c'est vérifiable, il suffit d'aller sur le TWE, et cela vient contredire la théorie qui nous est proposée dans le rapport que je vous ai cité tout à l'heure. Donc, juste sous la couverture radar de nos médias, concernant la biodiversité de nos petites rivières, deux visions s'affrontent. Et il est grand temps d'y voir clair. C'est pourquoi je vous propose de me retrouver dans quelques capsules d'approfondissement. Tout d'abord, pour comprendre ce que sont les conséquences et les coûts des politiques de renaturation, et aussi, chemin faisant, peut-être une méthode simple et abordable pour évaluer la robustesse de ces mêmes politiques. Je m'intéresserai aussi par la suite aux chiffres et aux lettres de la pensée véhiculée par le WWF. Alors les chiffres, ce sont bien sûr les références scientifiques, et puis les graphiques qui nous sont présentés, les données, leur interprétation. Bon, j'ai déjà commencé, mais on y reviendra. Et puis aussi les termes que personne ne comprend, qu'on pourra essayer de définir, et qui sont répétés, et qui sont présents dans tous les rapports. Ce serait intéressant de savoir ce qu'ils veulent dire. C'est ce qu'on appelle les éléments de langage en politique. Ben là, c'est la même chose, ce sont les mêmes techniques. Car ce ne sont pas quelques graphiques bien présentés, mais détournés de leur véritable sens, ni d'ailleurs des mots qu'on répète sans arrêt, ou des formules qui vont nous permettre véritablement de faire les bons choix, notamment sur le plan budgétaire. À plus forte raison si des inondations, par exemple, ou alors des sécheresses, voire, qui sait, des contaminations de l'eau du robinet, se trouvaient par hasard au tournant et venaient envahir nos unes. Il faut comprendre qu'un rapport comme celui du WWF, à qui je n'en veux pas particulièrement, est sorti très opportunément afin de préparer la COP 16, en tout cas une contribution à la COP 16, c'est-à-dire la COP de la biodiversité, qui vient de se tenir là au mois de novembre. Et ceci fait partie tout simplement d'une grande campagne de communication sur le sujet au niveau mondial, et peut-être la biodiversité, sans doute même, est-elle préoccupante si on continue comme ça. Mais pour autant, ce type de publication ne peut absolument pas être confondu avec une étude scientifique. Alors pour tout ça, retrouvez-moi prochainement, d'autant plus que j'ai d'autres sujets, un peu de ce genre, en approfondissement encore, mais aussi dans des domaines autres, connexes, qui sont tous un peu en dessous du radar. C'est pour ça que je vous recommande de vous abonner, comme ça vous serez informé de la sortie de ces vidéos-là. Et puis, chemin faisant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, ça aidera à la visibilité et à la diffusion de cette chaîne. Merci et à très bientôt.